Qu'on s'intéresse à ce sujet concernant l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui est en possession désormais de ses passeports diplomatiques et ordinaires. Il pourra donc enfin rentrer en Côte d'Ivoire, un acte d'apaisement de la part de l'exécutif ivoirien. Il envisage un retour dans les prochains jours, comme nous le montre Salif Yalekwe. L'ancien président Laurent Gbagbo a reçu ce vendredi 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique. Cette information a été annoncée à travers un communiqué de l'un de ses avocats, Maître Abiba Touré. Le président Laurent Gbagbo a reçu ce jour 2 passeports, un ordinaire et un diplomatique des mains de Madame l'ambassadeur Nagozene Bakayoko, chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères, et de Monsieur Abou Dosso, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Belgique. Il salue l'acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes qui, selon lui, va dans le sens de l'apaisement. Ayant maintenant son passeport, il envisage de rentrer en Côte d'Ivoire au cours du mois de décembre 2020 et a désigné à cet effet le ministre Assoa Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien FPI, pour approcher les autorités compétentes afin d'organiser son retour dans la quiétude, conformément à son statut d'ancien président de la République. Cette décision a été saluée par de nombreux acteurs de la scène politique ivoirienne. Dans un communiqué, la branche dirigée par Dr Assoa Adou se réjouit. Le FPI se réjouit de la remise de ces documents et salue l'acte que viennent de poser les autorités ivoiriennes dans le sens de la décrispation du climat sociopolitique. Le FPI demande aux autorités ivoiriennes d'étudier avec diligence les conditions du retour du président Laurent Gbagbo en terre ivoirienne, où sa contribution à l'avènement de la paix est attendue de tous les Ivoiriens. Dans la même veine, Dr Hyacinthe Blé, spécialiste d'histoire politique, note que cette décision des autorités ivoiriennes contribuera à favoriser une décrispation de l'environnement sociopolitique dans le pays. Pour moi, c'est l'application du droit. Laurent Gbagbo, pour son statut d'ancien chef d'État, mérite donc un passeport diplomatique. Donc ça, c'est l'application du droit. Secondo, en tant qu'Ivoirien, il mérite donc un passeport ordinaire. Cela contribue à l'apaisement, je dirais, de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Pourquoi cela? Parce que depuis un moment, même avant et après les élections, la Côte d'Ivoire était vraiment emprunt aux violences. Le président, je pense que les jours qui viennent, prendra encore d'autres décisions pour décrisper l'atmosphère politique. Il faut permettre que l'ex-président Laurent Gbagbo rentre, il faut permettre que les exilés rentrent, il faut permettre que tous ceux qui sont en prison soient libérés. Et après, il faut engager le dialogue sincèrement, de sorte que la paix revienne, pour que les élections à venir, parce qu'il y a les législatives, il y a les municipales, tout ça, il faudrait que ces élections-là soient vraiment apaisées et que la Côte d'Ivoire retrouve son lustre d'antan. À l'issue de son acquittement le 15 janvier 2019 et la levée des conditions restrictives le 28 mai 2020 par la Cour pénale internationale dans l'affaire des violences post-électorales ivoiriennes de 2010-2011, Laurent Gbagbo, actuellement à Bruxelles, veut regagner son pays où il a été condamné par contumace dans une affaire de braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Docteur Sylvain Guessant, c'est la fin de ce feuilleton sur la remise du passeport du président Laurent Gbagbo. Maintenant qu'il les a, on a entendu beaucoup d'analystes politiques évoquer un grand signe de décrispation. C'est aussi votre sentiment? Bien sûr. Ce geste est vraiment à saluer, tout comme les autres gestes en vue de l'apaisement du climat social en Côte d'Ivoire. Vous savez, depuis 2002 au moins, sinon depuis 1999, combien de fois le climat sociopolitique a été tendu en Côte d'Ivoire avec tous ces procès à la CPI. Donc je pense que ce geste à saluer, il a encouragé. Il faudra attendre encore d'autres initiatives dans ce sens. Mais au-delà de cet apaisement, je pense que c'est une occasion que nous avons là de répartir sur une base nouvelle sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. Je voudrais par exemple me remémorer l'exemple de l'Afrique du Sud après la libération du président Nelson Mandela. Je voudrais me remémorer du Rwanda après la guerre civile qui a connu des milliers et des milliers de morts, ou Bolivie, en Chili, etc., où un véritable processus de justice transitionnelle a été mis en place, de sorte à susciter une thérapie collective
oublier le passé pour regarder de l'avant de façon collective, selon l'expression de Renan. Donc je pense qu'au-delà de cette décrispation, il faudrait que nos leaders politiques, la société civile, nous puissions nous entendre, de sorte à susciter une vraie justice transitionnelle qui puisse, à mon avis, partir de 1960 jusqu'à présent. Savoir qu'est-ce qui s'est passé à Sabou, qu'est-ce qui s'est passé dans le 108, qu'est-ce qui s'est passé à Beauville, avec la disparition de Biaka Boda, Ernest Boka, je pense, Jean-Baptiste Moquet, etc., etc. Dans le Guébier également, il faudra trouver une occasion de sorte à apaiser toutes ces plaies, à les soigner pour qu'ensemble on puisse regarder de l'avant et que les crises ne soient plus cycliques, qu'en 2025 encore on ne soit pas en train de traverser les frontières, etc. Alors vous dites apaiser toutes les plaies, est-ce que ce n'est pas trop optimiste? Je posais la question à Guillaume Bateau, est-ce que vous n'avez pas l'impression que quand on entend Dr Sylvain Guessant, c'est vrai que les Ivoiriens ont envie de passer à autre chose, de tourner la page de toutes les violences, de toutes les situations qu'on a connues en 2010, en 2020, avec ces quelques mouvements de violence. Mais quand vous dites apaiser toutes les plaies, est-ce que cela n'est pas utopique finalement? Oui, avant de répondre à votre question, sur la question justement du passeport, tout en saluant donc l'acte, je reste un peu sur ma faim. Pourquoi? Dans votre élément, votre intellectuel a dit qu'il a parlé de l'application de la loi. On sait qu'il y a 2 Ivoiriens, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui ont subi une même procédure. Et depuis, on ne parle que du président Gbagbo. C'est une bonne chose. Mais je pense que si on est d'accord que les citoyens doivent être égaux devant la loi, le même traitement doit être réservé aux 2. Donc, pour moi, les autorités ivoiriennes doivent faire en sorte qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y a des petits arrangements, qu'il y a des petites choses qui sont faites et que ce soit vraiment de l'application de la loi. À partir de ce moment, même si vous estimez que le Dr Nguessan est trop optimiste pour pas avoir... Non, je n'estime pas, je pose la question. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas le choix. On ne peut pas continuer dans ces crises à répétition. On ne peut pas nous voyer avec la démocratie qui, on voit bien, fait aujourd'hui que notre pays est surclassé par d'autres pays. Je parle par exemple du Ghana. Depuis pratiquement 30 ans, le docteur l'a dit, nous sommes toujours en crise parce que nous n'arrivons pas à régler nos problèmes. À un moment donné, il va falloir vraiment qu'on puisse passer à autre chose que ce à quoi on assiste depuis 1990, avec chaque élection, des violences, des assassinats, des rébellions, etc., etc. Notre pays ne peut pas être un foyer éternel de tension. Donc, nous n'avons pas d'autre choix que d'agir comme des gens responsables, enfin, de dire qu'on a connu toutes les facettes des violences, du contournement de la démocratie. Il faut qu'on revienne aux fondamentaux. D'autres pays l'ont fait avant nous et aujourd'hui, on peut régler ces problèmes. Donc, je pense que ce n'est pas utopiste. C'est ce qui est souhaitable et même attendu par nos compatriotes. Faire en sorte que le débat politique, que la vie sociale soit régulée par la loi et non par des coups de force. Alain Wakili, comment vous avez réagi à cette actualité, la remise des passeports au président Laurent Gbagbo? Je réagis de façon positive, peut-être profiter pour indiquer que si M. Charles Blé Goudé fait sa demande de passeport, il est évident qu'il pourra éventuellement l'obtenir. Il ne nous est pas revenu qu'il a fait une demande comme le président Gbagbo a fait la démarche. Donc, il faut saluer, on peut faire beaucoup de commentaires là-dessus et regretter que cela ne se soit pas fait plus tôt. Mais il faut surtout apprécier que cela se soit réalisé enfin, avec notamment, après les incidents du départ où le président Gbagbo s'était rendu lui-même à l'ambassade, une équipe a été dépêchée qui s'est rendue à un lieu qu'il a indiqué pour faire les diligences, parce qu'il semble que les empreintes qui avaient été prises à l'ambassade n'ont pas pu être récupérées. Donc une équipe est partie spécialement vers lui pour faire les diligences, les procédures, et c'est des officiels qui sont partis pour lui remettre ses passeports, prenant déjà en compte son statut d'ancien chef de l'État. Ils ne sont pas allés lui remettre, il ne s'est plus déplacé comme vous et moi. Nous nous déplaçons, comme chacun de nous se déplace pour aller récupérer en général son passeport. Donc il faut noter cet esprit et il faut noter le communiqué de Assoadou et du FPI. Il faut noter le bon esprit du communiqué de Charles Blé Goudé aussi, qui ne s'est pas du tout offusqué, qui a rapporté que le président Gbagbo l'a appelé pour l'informer et l'associer à cette nouvelle, qui a félicité les autorités ivoiriennes, et pour ne pas dire que c'est un épiphénomène comme quelqu'un d'autre qui s'est réjoui de ce tac-là, même si lui,
il n'est pas en possession de son passeport pour l'instant. Lui, il ne pourra avoir que, je pense, un passeport ordinaire, puisque sa qualité de ministre pouvant lui donner droit à un passeport diplomatique fait encore peut-être l'objet des éléments de discussion qui devraient être mis à la balance concernant son retour et par rapport aux acquis, aux contentieux de la crise à régler. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant en souhaitant que cet élan de décrispation se poursuive à travers le renforcement du dialogue politique. Aristide Nkenda. Oui, on a tout dit sur l'aspect positif. Moi, je vais plutôt insister sur ce que le docteur Sylvain Nguesson dit, en prenant l'exemple de l'Afrique du Sud, c'est les politiques de mémoire. J'insiste là-dessus tout le temps. Pourquoi? Parce que quand les États, donc, envers les politiques d'incitation à la haine, ce sont ces politiques d'incitation à la haine qui envoient la guerre, envoient les troupes. Donc, quand les États mettent sur pied les politiques de mémoire, c'est pour reformer les gens, pour qu'ils ne reprennent pas les mêmes discours d'avant. Mais on s'est rendu compte, et je cite toujours deux auteurs sociopolitistes françaises, Sarah Gainsburger et Sandrine Lefranc, qui ont sorti un livre qui s'intitule justement « À quoi servent les politiques de mémoire ?» Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que, au lieu de reformer les gens, il faut plutôt créer de nouvelles relations sociales pour permettre de construire une société beaucoup plus apaisée. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens, des années plus tard, se dédisent et reprennent le même discours. Donc, pour moi, le retour et peut-être la mise à plat de tous les problèmes anciens ne va pas... Cette démarche ne va pas résoudre les problèmes spécifiquement. Ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir concevoir, de pouvoir s'asseoir, concevoir un système de la gestion de la cité qui nous est propre, adossé à nos propres cultures. Et c'est pour ça qu'il parle justement de justice transitionnelle, mais qui est appuyé à nos réalités. Et je crois qu'il a raison de poser ce problème, parce qu'il faut qu'on ait une démarche causale et non une démarche symptomatique, parce que quand vous avez une démarche symptomatique, c'est que vous dissipez la fumée et vous laissez le feu, alors qu'il faut éteindre le feu pour que la fumée se dissipe d'elle-même. Sylvain Debailly, réaction? Oui, moi je pense que le passeport de Laurent Gbagbo qui a fait quand même les passeports, disons, qui ont fait quand même l'objet de beaucoup de bruit. C'est vrai, ça peut se comprendre parce qu'il s'agit quand même de Laurent Gbagbo, un ancien président de la République. Sinon, en temps normal, une affaire de passeport ne devrait pas faire l'objet d'autant de controverses. C'est donc heureux que Laurent Gbagbo ait eu enfin son passeport et que moi, je dirais que c'est la fin, si on était peut-être dans un film, la fin d'une saison 1. Va maintenant s'ouvrir la saison 2 parce que quelqu'un disait que l'octroi d'un passeport n'est pas une autorisation de voyage. C'est-à-dire qu'il a eu le passeport, il a eu ses passeports vendredi. On attend maintenant que le retour là soit concrétisé, parce que c'est le document de voyage qui lui manquait. Et je pense que pour ce qui vient de se passer, c'est quand même l'histoire politique de la Côte d'Ivoire qui s'écrit et que nous, les Ivoiriens, à un moment donné, on a toujours dit on doit pouvoir capitaliser, en tout cas, tous ces acquis. Ça, je considère ça comme un acquis. On doit regarder derrière pour voir dans le miroir notre histoire, ce qui s'est passé ces 30 dernières années, et nous mettre quand même dans une position pour dire, enfin, ça suffit que nous regardions de l'avant, que nous regardions maintenant l'avenir, que nous regardions les nouvelles générations, et que plus jamais ce qui s'est passé ces 30 dernières années ne puisse plus vraiment se passer. Et puis, je voudrais ajouter que pour ce passeport, on a vu la réaction un peu dans les deux camps. La dernière réaction en date, c'est celle du RHDP qui s'indignait de ce que l'avocate de Laurent Gbagbo a dit que c'est un épiphénomène. Bon, je pense que ce n'est pas ces choses-là qu'il faut regarder. Elle a peut-être analysé cela du point de vue du droit. Mais il y a quand même ici en Côte d'Ivoire la politique qui se fait. Hein. Je crois qu'il faut considérer la réaction du FPI, je dirais des FPI, parce que les deux FPI qui s'opposent jusqu'à présent ont pu réagir, en tout cas positivement. Et je pense que c'est de bonnes guerres. Il faut maintenant permettre que Laurent Gbagbo revienne effectivement en Côte d'Ivoire. Et il faut mettre d'un côté comme de l'autre, c'est-à-dire du côté de l'opposition comme du côté du pouvoir, mettre en tout cas tout dans la balance pour pouvoir apaiser la situation, pour que quand Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, il puisse traverser les communes d'Abidjan, particulièrement à Bobo, la tête haute,
et qu'on se dise qu'entre frères ivoiriens, vraiment désormais tout est possible, on peut vraiment vivre ensemble. Et je pense que c'est comme ça que moi je vois le retour de Laurent Gbagbo, concrétiser le vivre ensemble. Concrétiser le vivre ensemble, c'est à cela que vous faisiez allusion tout à l'heure, docteur Sylvain Nguessa. Vous parliez de bases nouvelles. Maintenant que les passeports ont été remis à l'ex-chef de l'État, ce sera quoi la suite selon vous pour en arriver justement à cette nouvelle page qui s'ouvrirait sur le paysage politique ivoirien? Bon, certains l'ont dit avant, moi je crois qu'il faut permettre déjà son retour, son statut en tant qu'ancien chef d'État. Je pense que ça va susciter une dynamique nouvelle au sein de sa formation politique, le FPI, qui devrait, à mon avis, on va en parler tout à l'heure, s'engager dans les compétitions politiques à venir. Maintenant, il faudrait que nos États, nos décideurs politiques, en l'occurrence le président de la République, que nous puissions avoir le recours à... Le dialogue politique, il y en a tellement eu en Côte d'Ivoire que je ne sais pas trop à quoi ça sert maintenant. Pour ceux de ma génération, en 90, il y a eu un dialogue politique entre le président Oufoué et les leaders de l'opposition. Après, en 93, quand le président Bédié est arrivé au pouvoir en 94, il y a eu un dialogue politique. En 95, après le boycott actif, il y a eu un dialogue politique en 96, qui sont poursuivis en 98-99. En 2000-2001, il y a eu le Forum de réconciliation nationale. Après 2002, c'était Lomé, Makoussi, Accra, Pretoria. Il y a même eu Dakar également. Ça fait beaucoup. Il faut trouver une formule basée bien sûr, sur notre culture, notre sociologie, notre histoire, pour voir un peu comment on peut trouver des mécanismes endogènes pour résoudre ce genre de conflit, mais que ça ne se reste pas là. Il faudra de profondes réformes juridiques. Parce que les petits arrangements entre leaders politiques, c'est bon, mais ça n'a pas d'incidence véritable sur les relations sociopolitiques, sur la génération à venir. Il faudra de profondes réformes juridiques, de sorte que ce qui a pu se passer en 2002, 2010, 2020 ne puisse plus se répéter. Donc qu'il y ait de profondes réformes, j'insiste là-dessus, de profondes réformes juridiques sur les conditions d'éligibilité. Il faudra que les conditions d'éligibilité soient connues une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est pas la veille des élections, on dit qu'il faut mettre 95, il faut faire mettre 75, donc que ce soit connu à l'avance, chacun se prépare tranquillement et puis bon, on évite les interprétations encore en 2025. Alors Laurent Gbagbo était sous le coup d'une sanction de 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que dans le cadre d'un dialogue politique, vous faisiez allusion tout à l'heure au dialogue politique, vous estimez qu'ils ne sont pas efficaces, selon votre point de vue. Est-ce que vous pensez qu'à la faveur d'un dialogue politique, ces questions-là pourraient être abordées et résolues? Oui, Bateau. Oui. Sur la question spécifique donc, de cette condamnation, je crois qu'on a la réponse du chef de l'État qui a dit un peu avant les élections qu'il entend faire un geste. On a compris qu'il faisait allusion à une grâce présidentielle, puisque il croit qu'il se refuse à une amnistie. Alors que de mon point de vue, il aurait été plus judicieux pour vraiment tourner cette page de violence que nous avons connue en 2010-2011 jusqu'en 2020, qu'on puisse vraiment prendre une amnistie générale, comme cela a été fait d'ailleurs, je le rappelle, après le mouvement de la rébellion en 2003. Donc, je pense que le plus sage serait de prendre une amnistie générale qui permette justement, au-delà du président Gbagbo, je l'ai dit, mon ami et grand frère à la fin disait que Charles Blé Goude n'a pas demandé de passeport. Mais je pense que si on est sincère, on ne va pas bien que Charles attende de demander un passeport. Puisque c'est ça qui est le geste. Et en plus de Charles et du président Gbagbo, il y a le cas de Soro. Parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, si on veut vraiment tourner la page, on est obligé de crever l'abcès, de régler tous les problèmes en même temps, pour qu'on puisse repartir de l'avant. Or, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'on veut régler les problèmes de façon partielle. Or, si on le fait de façon partielle, on n'a pas réglé le problème. Vous ne pouvez pas faciliter le retour du président Gbagbo sur Charles, ce n'est pas très clair, et promettre la perpétuité à Guillaume Soro, je veux dire, et espérer avoir un climat qui soit vraiment apaisé et aseptisé. Je crois que nos autorités doivent s'inscrire dans une dynamique de renouvellement de l'espérance en Côte d'Ivoire à travers une grande amnistie qui partirait donc de 90, quelqu'un a parlé de 1960, moi je pense que c'est un peu trop loin, et beaucoup d'amnistie, pour effacer toutes ces étapes, tous ces faits délictueux auxquels on a constaté, refaire une discussion. Moi je ne suis pas d'accord avec le docteur. Il n'est jamais mauvais de discuter. Le dialogue, peut-être qu'il faut revoir les formules, mais il faut toujours, dans un pays, vous voyez, même dans les grandes démocraties, sur les sujets essentiels, le chef d'État consulte tous les groupes parlementaires, ça discute à tout moment. Donc, on doit avoir la culture du débat. Pour récapituler ce que vous dites, vous souhaitez qu'il y ait une amnistie qui touche tout le monde. Qui touche tout le monde. Laurent Gbagbo, Blé Goudé, Guillaume Soro. Tous ceux qui sont en exil, ceux qui sont en prison. À la fin, Wakili, c'est aussi votre avis? Tout le monde.
il faut aller étape par étape et ça n'a pas été souvent mon avis, les amnisties, parce que le président Gbagbo lui-même, il avait accordé des amnisties, je crois 2, et on a vu après que ça ne nous a pas mis à l'abri de la crise en 2010. Et d'ailleurs, ces amnisties-là ont créé un sentiment de frustration lorsque l'élection est arrivée en 2010 et que le constat était fait qu'il fallait laisser le pouvoir, ou le constat était fait que l'adversaire disait avoir gagné. Et au moment de partir, il y a eu une révolte contre cette catégorie d'Ivoiriens ayant pris des armes amnistiées, pardonnées. Ils ont échoué à prendre le pouvoir par les armes et ils prétendent avoir gagné par les urnes. Et ça crée un sentiment de frustration, de révolte. Et cela est apparu inacceptable. Voici les dangers de l'amnistie et du pardon, là où ça peut conduire. L'expérience de 2010 est là. Avant 2010, il y a une rébellion, ils sont amnistiés au cœur de la République avec alliés et l'élection arrive en 2010. Le constat est fait qu'ils ont gagné ou ils disent avoir gagné. Ceux qui ont accordé le pardon à l'époque, qui les ont intégrés dans la République, ont considéré que c'était une injustice, que c'était une situation inacceptable que de leur léguer le pouvoir au motif qu'ils auraient gagné dans les urnes et contestant d'ailleurs cette victoire dans les conditions que l'on sait. Donc il faut faire attention à la question de l'amnistie. Il faut aller étape par étape. Justice transitionnelle, oui, peut-être. Cela signifie quoi? On crée un cadre où les interlocuteurs, les protagonistes viennent, ils avouent leur forfait. Ils disent oui, on reconnaît ce qu'on a fait. C'est nous qui avons causé tel mort, on demande pardon. C'est ça. Mais s'il s'agit de dire on n'a rien fait, personne n'a rien fait, faire les amnisties sans établir les responsabilités, il y aura toujours des problèmes. Moi, telle a été ma posture depuis toujours. Cela dit, le retour du président Gbagbo, c'est un retour qui est inévitable. On peut toujours le prolonger, le reporter, mais il faudra bien qu'il ait lieu. Et pour qu'il ait lieu, il faut qu'il se fasse dans un cadre de dialogue. Lui-même, il a évoqué son statut d'ancien chef de l'État à travers l'avocate, qui l'a dit. Un ancien chef de l'État, il a droit à un certain nombre d'avantages et de privilèges. Garde-corps, véhicule, logement, émoluments, indemnités. Le président Laurent Gbagbo n'a pas peut-être besoin de ça. Ça a été président de la République. Il a eu tout le protocole à sa disposition. Bon, mais c'est la loi. C'est lui-même qui avait fait prendre cette loi, il a fait appliquer ça aux autres, et c'est la loi, il faut qu'il en bénéficie. Et ça doit se négocier, mettre en place tout ce dispositif-là, et ça peut aussi prendre du temps, ça peut aller vite, s'il y a la bonne volonté de part et d'autre, si on ne considère pas que c'est un épiphénomène. Très bien. Alors, le retour de Laurent Gbagbo, quelle incidence sur la scène politique en général et au sein de la famille politique de Laurent Gbagbo, le FPI? Aristide Nkenda. Ali, Guillaume Bato dit de discuter. Nous sommes ici pour aussi ouvrir le débat. Absolument. Donc, le président Gbagbo revient. Mais il y a aussi d'autres problèmes qui l'attendent. Vous savez, dans le journalisme, ou bien dans la vie tout court, la vie privée est sacrée. On ne la touche pas. Mais lorsque vous êtes un homme public et que votre vie privée est publique, on est obligé d'en parler. Vous savez, Laurent Gbagbo lui-même a dit qu'il n'a pas rencontré son épouse Simone Gbagbo. Il a rencontré son épouse Simone Gbagbo dans la politique. C'est une dame politique. Et c'est son épouse. Et actuellement, il est avec sa deuxième femme en Belgique. Et il va revenir. Depuis qu'il est à La Haye, il n'a jamais prononcé le nom de Simone Gbagbo. Et il doit revenir en Côte d'Ivoire. Ce problème, il doit pouvoir le gérer. Ensuite... Gbagbo n'a pas 18 ans quand même. Il peut gérer sa vie privée. On va laisser Aristide terminer. C'est pas un enfant de 12 ans, 15 ans. Il a terminé Aristide. Ensuite, il y a son parti politique. Son parti politique, le FPI. Aujourd'hui, Afinguessan est arrêté. C'est le président du FPI légal. Mais on n'en parle pas. Mais parce que justement, lorsque Gbagbo est à la Haye, il a une position où il est avec la branche de Gore. Donc il faut qu'il, puisqu'il revient pour la réconciliation, il faut qu'il arrive à réconcilier sa famille politique d'abord. Et ce problème, à partir de ce problème, on dit la balle est dans le camp de Laurent Gbagbo lui-même. Sylvain Debailly. Oui, je voudrais d'abord revenir sur la précédente préoccupation, à savoir la question de l'amnistie qu'on évoquait tantôt. Je pense que
Cette question n'est, à mon avis, pas encore à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, ce qui est d'actualité, c'est les passeports de Laurent Gbagbo et son retour en Côte d'Ivoire. Et sur ce sujet-là, je voudrais noter également qu'il appartient maintenant au président Ouattara de faire un choix, de faire une option, puisque c'est lui qui est le président, c'est lui l'autorité. Et Laurent Gbagbo revient. Est-ce que quand il vient, il va être accueilli à l'aéroport et puis être amené à la Maca? Je pense que de deux choses l'une. On choisit de régler les problèmes ivoiriens par la politique ou bien par la justice. Si c'est par la justice, on dit qu'il y a... Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans, mais la logique aurait voulu que maintenant qu'il est là, qu'il puisse vraiment être présenté au tribunal pour qu'il puisse se défendre. Comme lui-même, il a toujours dit, quand on me reproche quelque chose, qu'on me dit ce que j'ai fait, et puis moi aussi je vais donner ma version, je crois que plus que jamais, si on pense que c'est par la justice qu'on doit régler ce problème-là, de savoir qu'il a dévalisé la BCEAO, prendre des dizaines de milliards pour voir comment ces milliards-là ont été transportés au Ghana. Je pense que l'occasion sera présentée là pour que Laurent Gbagbo puisse s'expliquer. Mais je crois que finalement, la Côte d'Ivoire a besoin de paix. Donc si le président Ouattara a choisi aujourd'hui de donner des passeports à Laurent Gbagbo, il sait pourquoi. Il sait que la situation nationale le recommande et que tout cela, ça fait partie d'un dialogue. Et comme le disait tantôt Guillaume Bateau, je pense que ce dialogue-là ne devrait pas être sélectif parce que c'est toute la Côte d'Ivoire qui souffre, c'est toute la société qui souffre. Il n'y a pas que la société politique, il y a aussi des gens qui ne font pas du tout de politique, mais qui sont impactés par tout ce qui se fait. Il faut mettre tout cela dans la balance et dire que ça soit, en tout cas pendant des jours, s'il faut prendre des jours parce que le mal est profond, voir comment régler le problème ivoirien. Mais pour ce qui est des autres enjeux, notamment les enjeux politiques, je crois que quand Laurent Gbagbo vient, ce n'est pas pour régler une histoire entre Simone et Nadi Bamba, ce n'est pas vraiment ça qui préoccupe les Ivoiriens. Ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est comment recoller les morceaux après tant d'années de turbulences. On lui reprochait un certain nombre de choses. Comment les populations d'Abobo, comment les populations de Yopougon, comment les populations de Koumassi, comment ces populations vont se regarder avec le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je pense que le président lui-même, le président Gbagbo lui-même, il a peut-être sa solution à lui et son retour va nous permettre de savoir quelle est lui aussi son option puisque par le passé, et son parti a toujours demandé le retour de Gbagbo, tel une goutte d'eau, des gouttes d'eau qui tapent une roche. À chaque fois, ils nous disent on veut le retour de Gbagbo, on veut le retour de Gbagbo. Ce retour de Gbagbo-là, je pense que devra résoudre un certain nombre de questions, des questions politiques, des questions de société, des questions de tout ce qui a bien pu se passer ces dernières années. Guillaume Bateau, je reviens voir la fête tout à l'heure. Oui, je n'irai pas, comme a fait mon frère Aristide, sur les questions de vie privée du président Gbagbo. Mais je dirais que le président Gbagbo, lui, est conscient de la situation, qu'il s'agit du FPI, mais au-delà même du FPI, parce qu'il a été un chef d'État. Il est conscient qu'après 10 années d'absence, il a besoin de s'impliquer, que ce soit au niveau de sa famille politique, mais au niveau national, s'il veut être un facteur de paix et de rassemblement. Il en est conscient. Et je pense que c'est pour cela que moi je souhaite, contrairement à ce que mes amis disent, c'est pour ça que moi je souhaite que le problème soit abordé dès maintenant dans sa globalité. À la fin, dit il faut aller étape par étape. Moi je veux bien qu'on aille étape par étape, mais il ne faut pas qu'on oublie, qu'on perde de vue que c'est un problème d'ensemble et qu'il faut l'appréhender dès le départ dans toute sa globalité. Donc je me dis, le président Gbagbo, qui est un homme politique et qui a fait la politique depuis plusieurs dizaines d'années, est bien conscient que son départ à l'AE dans les conditions que nous connaissons a créé des problèmes, a commencé donc par son parti politique. Deux visions sont affrontées depuis 2014. La vision de ceux qui voulaient discuter, être dans le jeu politique, c'est-à-dire le président Afi et ceux qui le suivent. La vision de ceux qui ont dit Gbagbo ou rien, on ne discute pas. Mais sur la question déjà, quand on regarde la poursuite du président Gbagbo, on voit bien qu'il y a la dynamique de ceux qui disent discutons. Et donc on va voir lui aussi comment il va gérer ça. En tout cas, de mon point de vue, il n'aura pas d'autre choix que d'essayer de rassembler son parti, mais aussi, s'il veut sortir, parce que quand même le président Gbagbo a 75 ans, il est beaucoup plus en fin de carrière qu'en début de carrière, s'il veut sortir, malgré tout ce qu'il a subi, s'il veut sortir par la grande porte,
il n'a pas d'autre solution que de réconcilier au sein du FPI, que de dépasser le FPI pour essayer de donner un message aux plus jeunes, ceux qui n'ont pas connu, pour dire, ce pays-là, nous on s'est battu pour la démocratie. Aujourd'hui, cette démocratie a balbutié, mais nous devons revenir sur les rails, faire en sorte que la Côte d'Ivoire sorte des coups d'État, sorte des rébellions et devienne un pays démocratique. À la fin? Oui, à la suite de ce qu'il a dit, j'ajouterai qu'il y a des gens qui sont inquiets. Oui, c'est effectif. Ils voient un retour de Laurent Gbagbo qui signifie pour eux apocalypse. C'est-à-dire Laurent Gbagbo arrive à l'aéroport, raz de marée, match retour, des millions de gens dehors et qui prennent d'assaut le palais pour dire le président est arrivé. Oui, il y en a qui sont dans l'apocalypse, il y en a qui sont dans la folie. Et puis, ils redoutent, mais il y a d'autres aussi qui se disent gore, qui voient ce retour aussi triomphal de cette façon-là. Il vient pour prendre ce qui lui avait été arraché injustement, illégalement et illégitimement. Mais je crois qu'il faut sortir de ce fantasme de part et d'autre. Ça fait partie des fantasmes. Que ce soit pour ses partisans qui le voient revenir, prendre ce qui lui avait été arraché, que ses adversaires qui voient l'épouvantail. Non, comme Bato a dit, moi je vois Laurent Gbagbo venir en homme de paix, un homme pour la réconciliation, et il faut lui accorder acte pour cela, lui donner bonne foi pour cela, et permettre aux autres acteurs, notamment au gouvernement, de travailler dans ce sens-là pour créer les conditions de ce retour. Docteur Sylvain Nguessan, l'incidence de ce retour sur la vie politique et sur le FPI en particulier? Bon, je pense que le président Affi N'Guessan a toujours dit que, dès le moment que le président Gbagbo dit que la présidence du FPI l'intéresse, il s'aligne derrière le président Laurent Gbagbo. Donc on va le prendre au mot pour dire que le président Laurent Gbagbo arrive. Dans son interview aussi sur les chaînes internationales, il a effectivement fait savoir que les anciens n'ont pas décidé à partir à la retraite, que ce sont d'autres personnes qui passent à la place des jeunes, que les jeunes n'ont jamais voulu leur place. C'est clair, il vient pour un certain leadership politique. Et je pense que ces officiers supérieurs, Affi N'Guessan, Souadou, Simon Gbagbo, etc., vont s'aligner droit derrière lui, qui vont réussir à susciter cette dynamique. Il y a tellement de compétitions encore à venir, législatives, sénatoriales, mairies, conseils jeunes. Il y a de la place pour toutes les candidatures. La Côte d'Ivoire, c'est assez vaste quand même. Près de 400 mairies, 31 régions, les députés, il y en a plus de 300 aujourd'hui. Il y a des postes pour pratiquement tout le monde. Donc je pense qu'ils vont parvenir à susciter cette dynamique. Et puis nos leaders ont tous pris de l'âge aujourd'hui. Je pense que quand vous écoutez de plus en plus M. Alassane Ouattara, ce n'est pas Alassane Ouattara des 90 que nous on a connu. Quand on écoute Laurent Gbagbo, sa dernière interview, ce n'est pas Laurent Gbagbo des années 90. Même Bédier, voilà. Donc, ils sont dans une certaine dynamique. Comment léguer une Côte d'Ivoire où leurs progénitures, leurs enfants, leurs cadres ne seraient pas en train de se poursuivre avec des machettes dans les rues. Donc, je pense qu'il va apporter sa contribution à la décrispation du climat politique, comme le fait actuellement le président Ouattara. Et je pense que le président Bédier également va s'inscrire dans cette mouvance. Maintenant, Guillaume Bato l'a dit, il faudra peut-être régler le cas de M. Soro Guillaume pour que lui aussi, qui est l'un des leaders, même s'il est encore jeune, puisse apporter sa contribution de sorte à apaiser le climat social. Le 31 octobre est déjà passé. Attendons le 31 octobre 2025. D'ici là, il y a beaucoup de compétitions. Donc, il y a de la place pour tous ceux qui rêvent d'une carrière politique. Alors, si Laurent Gbagbo retourne en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez qu'il est possible que les trois elders, comme on les appelle, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédier, se mettent d'accord, créent un consensus autour de leur retrait de la scène politique principalement? Est-ce que cela est possible selon vous? Oui, Guillaume? Oui, mais moi je vais au-delà. Ce n'est même pas possible, c'est souhaitable. Et nous devons, nous tous, si nous sommes des vrais démocrates, faire en sorte que nos aînés, qui ont beaucoup donné chacun à sa façon, ils ont tous été chefs d'État, avant, ils ont occupé de grosses responsabilités. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin d'un renouvellement de la classe politique. Moi, je suis partisan de la mise à la retraite de nos elders, comme tu les appelles. Parce que on voit bien que toutes les crispations, tout ce à quoi on assiste, malheureusement, est dû au fait que notre classe politique ne se renouvelle pas. C'est pour ça que moi, je n'ai pas été d'accord avec la levée du verrou de l'âge. Parce que tous ces problèmes que nous avons vécus ces derniers mois viennent de là. Si là, le verrou de l'âge n'avait pas été sauté en 2016 et qu'on avait déjà acté le départ de ces elders, on aurait assisté à une compétition plus relaxe. Donc moi, je dis que ce n'est pas seulement souhaitable,
c'est pas seulement c'est ce qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Regardez un peu autour de nous. On voit que nous on reste figé, alors que beaucoup de pays, j'ai cité le cas du Ghana. Aujourd'hui, vous avez au Ghana, bon, père à son âme, Jerry Rawlings vient de décéder, mais avant qu'il ne décède, vous aviez Rawlings, vous aviez Kufuor, Mamadi Dramani, qui étaient 3 anciens chefs d'État en vie à Accra, et le monde ne s'écoulait pas sur le Ghana. Mais Dramani revient là. Oui, il est candidat dans les conditions, je veux dire, acceptables. Il n'a pas fait de vague, il a perdu les élections, il s'est replié, il revient, il va tenter de ravir le fauteuil au président Addo. S'il le gagne, il gagne, s'il ne le gagne pas. Donc il faut vraiment qu'on puisse copier sur ces pays comme le Ghana, qui est un voisin. Donc on ne peut pas continuer. Et moi, je suis toujours malheureux quand je vois des gens qui ont 60 ans, presque 70 ans, quand je dis que oui, si ce n'est pas ces 3 elders, on ne peut rien faire. C'est le signe de l'échec. Oui, Aristide. Oui, dans le discours que Gbagbo donne à TV5, parce que c'est un discours qu'il donne, il n'accorde pas parce que ce n'est pas TV5 qui sollicite. Dans cette interview, on lui pose la question de son départ à la retraite et des anciens. Il dit, mais les jeunes, vous parlez à la place des jeunes. C'est une invitation aux jeunes de prendre les responsabilités. Quand vous voyez le discours du président Alassane Ouattara en fin d'année, il invite les jeunes à prendre les responsabilités. Là où je ne suis pas d'accord avec le discours de Dr Sylvain Guessant, c'est de dire qu'on va s'asseoir, on va parler, mais il y a un problème fondamental. Il faut qu'on donne la possibilité aux jeunes de comprendre ce que c'est que le champ politique. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et la base du champ politique, c'est la vérité. Mais si on n'est pas capable de dire la vérité et qu'on est toujours en train de faire des arrangements, on ne pourra jamais avoir un champ politique de compétition, de saine émulation. Donc, le président Gbagbo, en disant « vous ne devez pas parler à la place des jeunes », c'est une invitation aux jeunes à prendre leurs responsabilités, comme il a fait, lui, quand il était plus jeune. Donc, la balle n'est pas dans le camp des elders. J'ai même dit qu'après le 31, c'est la mort politique des elders, mais si et seulement si les jeunes comprennent que il y a un transfert générationnel, et le président Macron l'a dit dans son interview. Et on était avec Alafé à une autre émission, on était avec un politologue qui s'appelle Dr William, où il disait que non, il ne faut pas que ce soit toujours des messages qui viennent de l'Occident, mais même en interne, même sur le plan local, il y a des leaders politiques qui ont interpellé les jeunes, qui comprennent que le moment est venu, qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas vous passer le relais si vous n'êtes pas prêt. Oui, ce retrait, il peut s'imposer par la force des choses. Il y a encore une volonté de le faire par la loi. Est-ce que ça va faire l'unanimité? Le président Ouattara est totalement favorable à cela, mais ça peut s'imposer par les circonstances. Si la paix se renforce et qu'on part aux législatives et que les choses se passent bien, plus on va approcher de 2025, plus des ambitions naîtront et il sera difficile pour ces 3 leaders, ces elders, de continuer d'avoir la même mise sur les différents appareils au fur et à mesure qu'on va approcher 2025. Vous avez déjà vu les difficultés que le président Ouattara a eues dans le RHDP avec les départs du vice-président Duncan, d'Amontano, de Mabry Touakeuse. Et si le président Bédié lui-même ne prend pas l'initiative de se retirer, il risque de faire face à cette même fronde en interne. Même si la loi n'est pas modifiée pour l'empêcher, il lui sera difficile. Bon, il y a eu déjà Kakabe, il y a eu un autre qui n'est pas allé loin, il y a eu des velléités, il y a eu Billon qui a dit qu'il se retire. Il retire sa candidature qui n'a jamais été officielle et effective, mais il y a eu une intention de candidature. Donc plus on va approcher 2025, tous ceux-là seront confrontés à cette réalité, y compris le président Gbagbo lui-même, quand il rentrera, malgré l'héroïsme de son séjour à La Haye, lorsqu'il rentrera dans son parti, il devra faire face à un droit d'inventaire après avoir réussi la réconciliation. Donc, les circonstances vont s'imposer à eux, ils pourront rester influents, mais la question de l'ambition personnelle, la volonté de redevenir un nouveau candidat, pourrait ne pas fonctionner au niveau de tout le monde à leur niveau. Sylvain Guessant. Vous savez, à partir de 2015, on n'avait plus pensé qu'après la présidentielle de 2015, on n'avait plus pensé à une candidature du président Bédié, du président Ouattara. On pensait que c'était le dernier round. On n'a cru que c'est le dernier round. Ils sont revenus en 2020.
Et personnellement, je pense que s'il n'y a pas une modification constitutionnelle pour faire revenir le verrou d'âge, on va les trouver là encore en 2025. Je pense que le président Ouattara l'a annoncé, hein, voilà. Cette révision si ce n'est pas constitutionnelle. fait, on va les retrouver encore en 2025. Cette question de bonne foi, de fait, non. Faisons une révision constitutionnelle. Je suis partisan aussi pour limiter la barrière, même si ça peut tomber à 70, c'est bon. Renouveler la classe politique ivoirienne, c'est vrai qu'il y aura encore de la passion, il y aura de l'émotion. 70 ans, vous allez faire grincer des dents. Hein. C'est le fait de la politique. Il n'y a pas que le poste de président, on peut faire beaucoup de choses en Côte d'Ivoire. Il y a les think tanks qui demandent encore des penseurs, des personnes expérimentées. On en voit un peu partout. Pourquoi pas des Ivoiriens qui iraient diriger des institutions internationales comme le font les Sénégalais, les Ghanéens, les Camerounais? Pourquoi nous tous, on devrait se battre pour le poste présidentiel? 70 ans, moi, ça m'irait très bien. On a le temps de faire partie, de susciter vraiment une retraite politique. Bon, ils pourront revenir comme ministres, etc. Mais ils ne pourront pas signer de décret. Donc, s'il n'y a pas cette révision-là, je suis désolé, mais ces trois, on les aura encore en 2025. Et la meilleure façon pour eux, s'ils veulent que les jeunes prennent leurs responsabilités, c'est de ne plus se présenter pour être président de leur parti politique. S'ils ne sont plus présidents de leur parti politique, il y a des congrès qui sont organisés, que Gbagbo n'est pas candidat. Naturellement, au FA, il y aura des candidats. Elle va l'emporter et il sera au devant de la scène, donc ça va le propulser pour 2025. C'est la question de l'influence sur d'une façon ou d'une autre politique. C'est la même chose au PDCI. On a vu qu'Akabe essayait la présidence au PDCI, c'est que cela a coûté. Même si, bon, je ne partage pas trop sa carrière politique aujourd'hui, mais la meilleure façon, c'est pour eux de ne plus être candidats au poste de président de leur parti politique respectif. Le FPI aura un nouveau président, le RHDP aura son président, le PDC aura son président. Puis bon, c'est parti pour une nouvelle dynamique. Sylvain Debailly, rapidement avant la pause. Oui, moi, j'ai toujours pensé que le problème du renouvellement des générations et de la classe politique ne m'a jamais posé de problème. Vous estimez qu'il doit se faire naturellement? Ce qui est important, ce sont les règles démocratiques. Ce sont les règles démocratiques qui vont nous permettre de savoir si Laurent Gbagbo ou Henri Konan Bédié se retirent. Vous savez bien qu'on avait posé la question à Henri Konan Bédié, que quand il se retire, il a demandé carrément, vous voulez la date de ma mort? Ben, voyez-vous, je pense que ça, c'est pas une préoccupation pour moi. Que Bédié veuille se présenter à 90 ans, je pense que c'est... Donc pour vous, la Constitution devrait mettre fin à ce débat? Mais pourquoi modifier la Constitution pour que des gens puissent se retirer? On dit que la loi est impersonnelle. En visant particulièrement des gens, ben, le président Ouattara l'a fait avec la Constitution, en levant le verrou de mandat. Il a vu les limites de sa modification. Aujourd'hui encore, il envisage une modification constitutionnelle. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme un ballon de ping-pong. Et quand on veut, on modifie. Quand on ne veut pas les jours impair, on ne modifie pas. Non, je pense que ce n'est pas ça qui est important. Ces gens-là, ces leaders-là ont marqué notre histoire politique. Et je pense que c'est à eux qu'il appartient de dire qui se retire ou qui se retire. Mais plus que jamais, ce sont les règles démocratiques. Si demain, il y a une révision constitutionnelle qui dit qu'il y a une limitation de mandat, bon, c'est naturellement qu'ils se retirent. Mais pour le moment, tant qu'ils sont en vie, je crois que cela sera très difficile. Et on parle de nouvelle génération. L'avènement d'Emmanuel Macron en France a fait rêver. Mais avec les ajustements de Macron ces derniers temps en Afrique, quand il disait que la France-Afrique est révolue et qu'aujourd'hui, il a des comportements France-africains, est-ce que ce Macron-là qui a fait rêver hier peut encore faire rêver aujourd'hui? Pourtant, il est dans la quarantaine encore. Vous voyez, donc les jeunes même qui montent au